Bonjour à tous, bienvenue sur le Figaro TV, nouvelle journée de débats et les débats qui tirent à leur fin autour de la loi sur le narcotrafic. À la clé, un vote solennel. On recueillera cette fois-ci le point de vue d'un avocat pénaliste, Maître Antoine V. On reviendra aussi sur les déclarations du président algérien Tebboune et ses conditions pour renouer le dialogue avec Paris. On reviendra également sur le sort de Boualem Sansal avec l'opposant algérien Rilas Haïnouch. Et puis, nous aurons le plaisir de retrouver Guillaume Perrault. Il vient de compiler quelques-unes de ses chroniques historiques parues dans le Figaro. Elles sont à la fois révélatrices et passionnantes. Point de vue, c'est parti. Bonjour Antoine V. Bonjour. Avant de revenir sur la loi sur le narcotrafic et les débats autour de la loi sur le narcotrafic, peut-être une question d'actualité. Gérald Darmanin se dit favorable à renvoyer dans leur pays les détenus et les étrangers. C'est notamment pour soulager les effectifs en prison, puisqu'on sait qu'elles sont surchargées. C'est une bonne idée ? Si vous voulez, ce qu'il faut toujours distinguer, c'est quel est l'aspect politique et l'aspect juridique des choses. Politiquement, je veux dire, on voit bien qu'il y a une demande et on comprend bien que dans l'opinion publique, c'est une mesure qui va marquer des points. Maintenant, juridiquement, c'est quelque chose qui revient sans cesse. C'est arrivé en Angleterre où ils voulaient relocaliser des populations au Rwanda en donnant des moyens, puis ça n'a jamais marché. Soit parce que juridiquement, c'est impossible. Il y a des droits en fait qui s'appliquent aux personnes, même quand elles sont prisonnières, si elles ont par exemple un écosystème familial, si elles ont la nationalité X ou Y, les conventions sont faites d'une certaine façon. Si on précise, pardon, aujourd'hui, un détenu étranger détenu dans une prison française purge sa peine. Oui, mais est-ce que c'est un détenu étranger qui est dans l'espace communautaire? Est-ce que c'est un détenu étranger qui est en Russie? Est-ce que c'est un détenu étranger qui est en Arabie Saoudite? Si vous voulez, le monde, et notamment quand on commence à discuter du fond technique des choses, est un peu plus complexe que ces espèces d'effets d'annonce dans lesquels on voit bien qu'on a du mal aujourd'hui à faire ça. Le principe? Non, je pense qu'il y a des conventions qui existent, qui sont d'ailleurs très bien faites, et il est toujours possible pour un étranger d'être soit expulsé dans le cadre de ces mesures. Donc je vois pas en fait ce que la promesse politique apporterait de véritablement nouveau par rapport à ce qui existe déjà. On peut expulser aujourd'hui un détenu étranger en cours de détention? Déjà, le détenu étranger peut déjà demander à faire sa peine dans son pays d'origine, à condition que les conventions existent. Donc ça arrive souvent même, surtout dans l'espace communautaire, mais chaque situation suppose qu'on se demande à quelle nature de fait ça correspond. Renvoyer quelqu'un qui n'a jamais été dans son pays pour exécuter une peine, on voit bien les difficultés que ça aurait pour les pays d'accueil qui, les 3/4 du temps, refusent, bloquent, et ça crée les débats qu'on constate au quotidien avec l'Algérie ou avec d'autres pays. Notamment sur l'Algérie, on y reviendra dans la deuxième partie d'émission. On va revenir sur une autre actualité qui concerne la loi sur le narcotrafic, parce que la profession des avocats a été notamment mise en cause dans ces débats. On va y revenir. Mais d'ailleurs, peut-être une première question. Est-ce que vous avez débouché le champagne la semaine dernière, jeudi soir, ou plutôt vendredi matin, en apprenant cette info qui concernait une des mesures voulues par Bruno Retailleau, celle de pouvoir rentrer dans un système de messagerie cryptée pour traquer les narcotrafiquants? J'ai le plaisir de vous annoncer les résultats du scrutin. Nombre de votants, 149. Suffrages exprimés, 143. Majorité absolue, 72. Pour 24, contre 119. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Et l'Assemblée nationale n'a pas adopté donc cette mesure qui était voulue par Bruno Retailleau. Champagne au cabinet? Non, mais justement, en fait, je vois dans le titre qui est donné les avocats dans le camp des narcos. Et vous savez, hier soir, il y a un de nos confrères qui a été agressé dans son cabinet à Marseille. Il y a un débat qui se crée, à mon avis, pas du tout sur les bonnes bases. Donc, c'est des débats sur lesquels il faut avoir beaucoup de pédagogie. Et en fait, ce que les avocats essayent de porter, mais ça devrait être le cas de tout le monde, c'est pas du tout pour ou contre le narco ou le narcotrafic. Enfin, il n'y a pas un avocat qui est pour le narcotrafic. Les avocats sont parfois des gens qui ont la liberté individuelle chevillée au corps et qui essayent d'avoir un débat équilibré sur le rapport entre les libertés et la sécurité. Alors donc, justement, on va revenir... Personne, en tout cas pour répondre à votre question, personne n'a débouché le champagne parce que si quelqu'un doit déboucher le champagne, c'est la personne qui comprend
pourquoi l'Assemblée nationale refuse ce type de mesure. Alors justement, peut-être un élément d'explication, en tout cas je voudrais vous entendre sur ce point-là. Il a été donné par Mathieu Hoc, à votre place, qui fait partie, qui est secrétaire général du think tank Le Millénaire et qui a réalisé une étude très intéressante sur la loi et sur la lutte contre le narcotrafic. La proposition de loi. Les avocats ont plutôt une ligne qui est plutôt la protection de la défense, c'est-à-dire justement la protection des droits des prévenus. Le point qui est quand même aussi à mentionner, c'est que les avocats ont des relais dans l'Assemblée nationale. Il y a énormément d'avocats qui sont députés. Et on a vu aussi s'incarner une nouvelle fracture au sein de l'hémicycle entre des députés avocats qui soutiennent justement l'abrogation de cet article 16 que vous venez de mentionner, et le reste des autres parlementaires. Sans citer les noms, mais voilà, ce sont ces députés-là qui ont relayé les propositions justement d'abrogation de la part des avocats. En fait, c'est plutôt là, on est plutôt sur une logique de lutte entre deux corps de la société plutôt qu'entre une logique de lutte entre partis politiques. Pour aller dans le sens de Mathieu Hoc, et là, à votre place, s'est assise également l'autre jour la procureure générale de Paris, on a le sentiment qu'il y a effectivement des magistrats, des policiers qui, eux, veulent aller dans un... Je pense que justement, c'est des sujets démocratiques importants. La modification de loi pénale, quelle que soit la loi, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui modifie le régime des libertés de quelqu'un qui est suspecté d'un crime ou d'un délit. C'est des débats importants pour la démocratie. C'est facile de dire on va enfermer tout le monde au moindre indice et puis on va lutter contre le crime de cette façon. Déjà, de poser le débat en disant d'un côté il y aurait le camp des avocats, de l'autre côté il y aurait le camp des magistrats, c'est déjà n'importe quoi en termes de présentation de débat. C'est pas une loi sur la réforme des retraites des avocats. C'est pas une loi pour savoir quel va être le statut des avocats. C'est une loi qui ébranle certaines conceptions qu'on peut avoir de la liberté individuelle en termes de détention provisoire, en termes de rapport au juge, en termes de répression, en termes d'accès au dossier. Et donc c'est le rôle peut-être des avocats, mais je vois pas en quoi un avocat est différent d'un magistrat sur la façon dont on équilibre la nécessité d'avoir une efficacité de l'enquête d'un côté, mais sans dénaturer notre identité constitutionnelle. Je rappelle que l'identité constitutionnelle de la France, elle est particulière. Aux États-Unis, on n'a pas les mêmes régimes de peine, on n'a pas les mêmes régimes d'incarcération, et il faut qu'on sache laquelle est notre identité constitutionnelle. Pour revenir sur cette mesure contre le narcotrafic, puis on reviendra parce qu'il y en a quelques autres qui sont en tous les cas sensibles, en tous les cas qui font débat, qui font polémique. Mais pour celle-là, là où on a un petit peu mal à comprendre pour le grand public, en tous les cas, c'est que d'un côté, on entend la profession et les pénalistes se réjouir du rejet de la mesure qui permettrait de pénétrer dans les messageries cryptées, et de l'autre, on entend peu de protestations contre les écoutes, par exemple, dont Nicolas Sarkozy et son avocat avaient été l'objet dans le cadre des enquêtes visant l'ancien président. Et votre point de vue sur la question? On a un point de vue, je pense, quand on est... Et encore une fois, c'est pas une question de corporatisme, c'est pas les avocats. Les juristes, de manière générale, ont la nécessité d'organiser des équilibres entre les choses. Et le droit, au niveau du Conseil constitutionnel, au niveau de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, c'est pas affirmer un principe sans contrepartie. C'est toujours de savoir si une exception à une liberté, par exemple, est justifiée, nécessaire et proportionnée. Là, vous pensez que cette exception-là ne l'était pas? En tout cas, le fait qu'on fasse recul sur la mesure qui vise à s'introduire dans des messageries privées, c'est pas parce que ça fait plaisir aux politiques ou plaisir aux avocats. C'est parce qu'on sait que constitutionnellement, on porte une entrave à la liberté de communiquer. C'est une liberté qui est une liberté constitutionnelle, et on sait très bien que on remettrait, si on faisait ça, en cause notre identité constitutionnelle. C'est pas des débats politiques qui se conduisent sur des petites mesurettes. C'est, par exemple, prenons une mesure que vous allez bien comprendre. L'accès à un juge. Le fait qu'un juge puisse ou non vous maintenir en détention alors que vous n'avez pas été jugé, c'est quand même quelque chose d'important. Soit on va décider qu'on peut maintenant voir un juge tous les 2 ans et il pourra vous mettre en détention, vous maintenir en détention sans même vous avoir vu physiquement, par le biais d'une visioconférence. Soit effectivement on estime qu'on vit dans un système dans lequel on doit pouvoir voir un juge régulièrement, qui va statuer sur la détention régulièrement et qui doit vous voir de manière physique. Et ben ça, c'est une conception de la justice. Il y a un autre dossier, une autre mesure qui fait débat, alors cette fois-ci qui a été adoptée, c'est ce qu'on a appelé la création d'un dossier coffre qui est réservé aux enquêteurs. Ce fichier pourrait priver d'accès les avocats aux éléments les plus sensibles de l'enquête et éviter que les trafiquants sachent par quels moyens ils ont été surveillés et comment les enquêteurs sont... Alors, sauf erreur, elle n'est pas adoptée cette mesure, et justement, on est en train de discuter de ça. Il y a une partie, ça a été resté
restreint. Non, mais voilà. Deuxièmement, quand on connaît le cadre, et c'est pour ça on est des techniciens, si vous voulez, on fait ça au quotidien. Le fait de conserver certaines parties de l'enquête, par exemple sous couvert d'anonymat, ça arrive assez souvent que des enquêteurs viennent sous couvert d'anonymat pour témoigner aux assises. On n'est pas sur des mesures qui n'existent pas. Le problème ici, c'est de le systémiser et de dire que la défense n'aura jamais la possibilité de contrôler la régularité d'une procédure. Pardonnez-moi, mais c'est pas systémisé, c'est limité à la lutte contre le narcotrafic. Non, le problème de toutes ces exceptions qui sont données à chaque fois, c'est qu'à partir du moment où vous créez une exception et que vous décantonner, si vous voulez, la réserve juridique qui empêche qu'on fasse ça, elle va s'élargir de plus en plus. Votre crainte, par exemple, si on revient sur l'affaire des messageries cryptées, c'était que ça serve de précédent à d'autres choses? Ma crainte, c'est pas que ça serve de précédent, c'est que on ne peut pas le faire en l'état des principes qui sont ceux qu'on fait prévaloir en démocratie. Et donc on a deux débats. Par exemple, la liberté d'expression, la liberté d'utiliser une messagerie cryptée pour avoir des débats licites. Et quand vous voyez, et c'est ce qui se passe dans le champ politique, quand en fait toutes les mesures juridiques sont vues à l'aune de la répression, de la lutte contre le narcotrafic, on ne peut plus avoir un débat juridique et un débat démocratique posé. Tout le monde veut lutter contre le narcotrafic. La question qui est posée... d'avoir un débat juridique posé quand on voit excusez-moi, deux surveillants de prison tués. C'est un fait, mais alors on peut rétablir la peine de mort. Alors on n'a qu'à carrément empêcher les gens d'avoir des avocats. Alors on n'a qu'à supprimer les lois, on les enferme, et puis dès qu'on les attrape, on les juge pas et on les condamne. Si vous voulez, non mais c'est ça la pente sur laquelle les gens qui sont dans le tout sécuritaire veulent toujours faire conduire. Et quand on dit c'est les avocats, non, c'est pas les avocats, c'est le droit, les juristes qui ont pour mission d'organiser les équilibres dans une démocratie. Donc non, vous tirez pas un trait sur tous les droits de la défense, sur les lois, sur tout ce qui garantit une procédure équitable au nom de la lutte contre le narcotrafic. Je vous reprends la question, pardonnez-moi, je reviens sur l'affaire Sarkozy, mais est-ce que vous pensez que c'est ceux qui sont toujours favorables au tout sécuritaire qui sont également les mêmes qui sont favorables à faire reculer les droits de la défense? En fait, tous ceux qui sont favorables au tout sécuritaire sont toujours dans le sens du vent. C'est pas très compliqué, il y a un fait divers. Ce fait divers, il conduit à avoir une politique de plus en plus. Souvent, c'est des gens qui déjà connaissent pas très bien les lois. Dans ce qui est proposé, il y a énormément de mesures concrètes qui existent toujours et déjà. C'est l'éternel débat du fait divers qui demande plus de lois, alors qu'en fait, il faudrait peut-être des lois meilleures, mais moins de lois. Donc ici, il y a des innovations mieux appliquées. Ici, dans cette loi en question, il y a des innovations qui sont proposées. Mais quand on les regarde au crible, c'est pas les avocats qui ont raison de s'y opposer. Pour les avocats, ça va rien changer. Ils ont raison de s'y imposer parce que sans de s'y opposer, parce que sans ces oppositions, alors on dénature ce qui fait l'identité culturelle de notre système judiciaire. Il y a une autre mesure qui a été évoquée dans le cadre de cette loi, c'est tout le débat autour du statut de repenti. Quel est votre point de vue sur la question? Ça encore, c'est un débat qu'on connaît bien. Le statut de repenti, il n'a pas été inventé avant-hier. Ce qu'il y a, c'est de lui offrir... C'est-à-dire que peut-être... Alors, vous le connaissez bien. Oui, mais je veux dire... Juriste, mais peut-être le grand public le connaît moins. C'est-à-dire qu'il y a eu une tentative déjà dans les années 2000, qui était avec la loi Perben, et puis qui finalement, on n'est pas allé jusqu'au bout. Certains disent que ça pourrait permettre quand même de réguler, en tous les cas de mieux combattre certains crimes, mais on n'y arrive pas. Vous voyez, il y a des débats qui sont plus... c'est pas polémique, mais plus subtil en termes d'équilibre que d'autres. Le statut de repenti, très peu de gens s'opposent à la création d'un statut. On comprend bien à quoi ça sert, on comprend bien dans quel cadre c'est fait. Le problème, il est toujours la capacité que l'autorité judiciaire, qui n'est pas un pouvoir, l'autorité judiciaire n'a pas pour mission de lutter contre le crime. Elle a pour mission d'assurer que les droits individuels des gens soient respectés. Et c'est ça qui est terrible dans le débat qu'on a. C'est que tout le monde veut voir les juges... L'autorité judiciaire a quand même pour mission de rendre la justice. Oui, mais la justice, c'est pas uniquement la répression. Et vous voyez comment, en France, le débat, de plus en plus, veut présenter un juge comme quelque chose qui va donner une sanction. Dans beaucoup d'autres pays, le juge, par exemple aux États-Unis, est vu comme celui qui va faire respecter les libertés individuelles. Vous vous tournez vers un juge quand vous pensez que vos libertés sont entravées par l'État, par exemple. Et donc, ce rempart de liberté individuelle, il est très important à réaffirmer. Plus en cas d'un pouvoir judiciaire, d'ailleurs, qu'une autorité judiciaire. Peut-être parce qu'effectivement, il y a des difficultés de culture. Et c'est exactement ce que vous venez de dire. Chaque pays a son identité. À partir du moment, et c'est le cas du repenti, vous voulez transposer une mesure qui a été éprouvée dans un autre système, ou le dossier coffre de Belgique, il faut vraiment prendre du temps
peser les choses et il n'y a pas de problème. Et il faut surtout arrêter d'opposer les débats en disant les avocats, les magistrats. Il y a ici une question démocratique majeure. Tout le monde comprend quel est l'intérêt de cette loi, mais elle ne peut pas conduire à dénaturer notre identité. Comment, dans ces conditions, Antoine V, on peut lutter efficacement contre le narcotrafic et respecter les droits individuels, ou plus exactement, comment les droits de la défense sont conciliables avec la lutte contre le narcotrafic? Déjà, les droits de la défense, c'est quelque chose sur lesquels on ne peut pas transiger. Non, ça, on a bien compris. Voilà, mais d'un autre côté, il faut bien quand même, il y a un crime, il y a quand même... Non, ça, ce que vous posez, c'est un débat qui consisterait à croire qu'il y a un système magique qui permettrait de faire en sorte que il y a une équation... La question que je vous pose, c'est comment, justement... en renforçant les effectifs. Non, mais attendez, en donnant plus de moyens à la justice, par exemple, en dotant les magistrats de plus de moyens, en dotant les policiers de plus de moyens, en ayant plus de magistrats, en ayant la possibilité qu'ils travaillent dans des conditions qui sont des conditions décentes, en leur donnant des moyens techniques pour aller jusqu'au fond de leurs enquêtes. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, le service public a coup d'effet d'annonce en disant on va changer telle loi et vous allez voir les choses. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y aurait plus d'effectifs, on aurait pu peut-être, je reprends l'affaire Mohamed Amra, on aurait pu éviter ça. Alors, c'est typique. L'affaire Mohamed Amra, vous croyez qu'il y a une façon d'éviter ça ? En fait, c'est un drame, c'est une tragédie, c'est un crime, c'est quelque chose qui, par nature, est dérogatoire à tout notre écosystème, qui peut peut-être donner lieu à une analyse et voir qu'est-ce qui, dans ce cas précis, aurait pu être mieux fait. Mais de dire, à partir de ce fait divers, on va chanter tout l'écosystème, on va faire 3 lois et ça va changer le monde, c'est faux. Par contre, ce qui est clair, c'est que à tous les niveaux de l'État, dans le fonctionnement de la justice, qu'il s'agisse de la police, de l'autorité judiciaire, on est face à des problèmes de moyens, essentiellement parce que la tâche est trop lourde et que ce qui est donné à la justice pour fonctionner n'est pas assez à la hauteur. Vous êtes l'avocat vous avez été l'avocat et vous êtes l'avocat de Julian Assange. Quelles sont les dernières nouvelles ? C'est un citoyen qui a retrouvé sa liberté après plusieurs années, d'abord de maintien dans une ambassade où il a été cloisonné, et puis après d'enfermement à la prison de Belmarsh, qui est une prison de haute sécurité. Vous voyez, quand on regarde quelles sont les difficultés d'incarcération de quelqu'un, Assange, il a été soumis à un isolement dans une prison de haute sécurité extrêmement dure. Et donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant qu'il est libre, en fait, il a besoin de beaucoup de temps parce que ça a été un traumatisme énorme. Et donc, aujourd'hui, sa position, c'est qu'il est en reconstruction. Quel est votre point de vue sur l'état de la liberté d'expression en France ? On a, si vous voulez, juridiquement un socle très bien fixé par une loi. Quand une loi est ancienne et qu'elle résiste au temps, en général, c'est qu'elle n'est pas si mal faite, qui est une loi qui protège la liberté de la presse. On est quand même un des pays dans lesquels la liberté d'expression, la liberté de la presse demeure la pierre angulaire de notre fonctionnement tous ensemble. Ce qui se passe, c'est que je pense que la modification des outils technologiques, notamment les réseaux sociaux, font qu'on est en train de basculer dans une nouvelle culture de la parole, une nouvelle culture de l'expression, une nouvelle culture du débat. Et c'est dans la régulation de ces nouveaux outils qu'à mon sens, il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans Par exemple la manipulation de l'information sur Internet, c'est un sujet majeur juridiquement. Donc il faut augmenter la répression ? Non, c'est pas qu'il faut augmenter la répression, il faut d'abord mieux comprendre le cadre. Vous voyez, je vous donne un exemple, Wikipédia. C'est un outil qui n'est pas régulé de manière optimale, parce qu'il permet à certaines personnes de mettre des informations, mais il est difficile dès lors d'assurer une information objective. Le problème, c'est que si l'utilisateur comprend ça, il n'y a pas de débat. Mais si l'utilisateur pense que ce qui lui est donné, c'est une information objective, là, il y a un problème. Donc, mais ne pensez-vous pas que c'est l'éternel problème mais je vous réponds, c'est exactement... contact de l'information. Mais ce que vous venez de dire, c'est assez intéressant, parce que justement, c'est l'inverse. Il ne faut pas de la répression, il faut de la culture, il faut de l'éducation, il faut que les gens comprennent mieux pourquoi on lutte d'une certaine façon ou d'une autre. Et par exemple, tout ce débat sur la loi narcotrafic manque quelque chose, c'est qu'il faut que les gens aient une culture juridique. Parce que la culture juridique, la culture de l'identité, de ce qui fait qu'on est cette démocratie-là est fondamentale. Merci beaucoup Antoine V d'avoir apporté votre point de vue et votre éclairage et d'avoir répondu à nos questions. Il est venu sur le plateau. Merci à vous. Autour de cette loi sur le narcotrafic qui devrait, en tous les cas, selon toute vraisemblance, être votée ce lundi, mais peut-être que les débats vont durer, donc on va continuer à suivre ça. Merci beaucoup. Dans un instant, l'opposant algérien et caricaturiste Rilas Aynouch est l'invité de Point de vue. On revient notamment sur le sort de son compatriote Boualem
Sansal et les espoirs qui sont formulés à la suite de l'audience qui s'est tenue la semaine dernière, notamment par espoir notamment formulé par la présidente de son comité de soutien, Noëlle Lenoir, ici présente vendredi. Il y a quand même une lueur d'espoir. Sur la volonté d'apaisement, je la crois réelle. Parce qu'en réalité, c'est un faux pas du pouvoir algérien. Et le président Tebboune, ce qui est compréhensible, il est président de la République algérienne, donc il a quand même un électorat, et il souhaite garder la face. Alors, condamner Boualem et ensuite le gracier, ça peut être une voie, et j'ai cru entendre que ça pouvait l'être effectivement dans les propos du président de la République. En tous les cas, on croise les doigts, ou pour certains on prie le ciel que ce soit exact. Bonjour Hilla Sainouch. Que vous a inspiré l'audience du procès de Boualem Sansal à côté d'Alger la semaine dernière? Bonjour, merci pour votre invitation. Comme d'habitude avec le régime algérien, c'est tout le temps des sketchs. D'ailleurs, autrefois, il y avait des moments pour trouver l'inspiration difficile, etc. Et depuis 2020, avec ce régime, c'est une bénédiction. C'est un sketch. Alors, quel est le sketch à l'œuvre, si je reprends votre formule, dans l'affaire Boualem Sansal? Imaginez les messages qu'il a échangés avec Xavier Triancourt et un autre ambassadeur, exactement. Et comme le régime algérien voulait l'emprisonner, connaissant la justice, je sais à peu près comment ça se passe là-bas. Donc, comme on dit, quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage. Comment ça se passe là-bas, justement? D'abord, en Algérie, il n'y a pas de justice. C'est une justice aux ordres. C'est une justice qui est un instrument entre les mains du régime pour affaiblir, contrer ses opposants. Et cette justice, qu'on appelle aussi la justice du téléphone, avec un simple coup de fil, on peut emprisonner ou relaxer un individu. C'est-à-dire que sur un coup de fil passé à quelqu'un, à un juge, ou un magistrat, voilà, exactement. C'est pour ça qu'en Algérie, on appelle la justice du téléphone. Les amis de Boualem Sansal veulent manifester ce mardi à 17h à l'Assemblée nationale. Ça peut servir à quelque chose à vos yeux? Il faut maintenir cette mobilisation, justement. Il faut maintenir cette mobilisation. D'accord. On connaît bien les gens qui s'en occupent et qui sont souvent les invités ici, mais est-ce que ça peut impressionner le régime algérien? Malheureusement, le régime algérien, il sait comment jouer de ça, avec sa propagande. Et moi, par exemple, en tant que dessinateur de presse, c'est justement de mettre la lumière sur ça. Comme en Algérie, il n'y a pas de médias libres et indépendants, tous les médias actuellement en Algérie sont pro-régime, pro-pouvoir. En 2022, le journal Liberté a été fermé, Radio M et Maghreb émergent de Qadi Hassan, ces deux sites ont été fermés et son responsable, Qadi Hassan, a été emprisonné. Et du coup, le régime, il utilise ça dans sa propagande, pour maintenir encore le peuple dans son sommeil profond. Alors justement, on va y revenir. À propos de Boualem Sansal, Kamel Daoud était l'invité des conférences des rencontres du Figaro il y a une semaine, tout juste. Et Vincent Trémollet de Villers lui a demandé comment il interprétait sa lecture de l'arrestation de Boualem Sansal. Voici sa réponse. On y revient juste après avec vous. D'accord. D'abord, le message, il est pour les Algériens. On peut vous traquer, vous emprisonner. Et vous n'avez pas à écrire, ni à rêver de liberté par l'écriture. Ce message-là, il est pour les écrivains futurs. Un écrivain algérien, c'est un écrivain qui est né en Algérie et qui vivra en France. Ça, c'est la biographie la plus courte. Deuxième message, c'est le message aux Français. On va vous atteindre dans ce que vous avez de plus noble. La littérature, les éditeurs, les lecteurs, les libraires, les romanciers et les écrivains. On va vous toucher là, au cœur de votre prestige international. Le troisième message, c'est un message aux gens qui ont fui ici. C'est-à-dire que la France ne peut... Regardez, la France ne peut même pas protéger Kamel Daoud en France, à Paris, et elle ne peut rien pour Boualem Sansal en Algérie. C'est un message de terreur. Et c'est un message aussi pour la France, pour dire, voici le miroir de vos impuissances. Vous ne pouvez rien.
vous n'avez aucun moyen d'agir pour sauver là-bas. Est-ce que vous êtes senti, pour reprendre l'expression de Kamel Daoud, terrorisé quand Boualem Sansal a été arrêté? Honnêtement, oui. Parce que connaissant le régime algérien, il est capable de tout. Un régime qui a assassiné le président de la République en direct, Mohamed Boudiaf, le 29 juin 1992. Un régime qui a assassiné 128 morts en Kabylie. Un régime qui a assassiné Lounes Matoub, le rebelle. Kamel Dinfrar a été tué en prison. C'est un militant mozabite. Hakim Dbazi a été tué en prison en Algérie en 2022. Donc c'est un régime qui est capable de tout. Et connaissant les positions de Boualem Sansal, c'est un libre penseur, c'est un électron libre, et ça n'arrange pas le régime. Et surtout, c'est un francophone. Moi-même, quand j'ai commencé les caricatures, j'ai commencé grâce à Coluche, Charlie Hebdo, le Canard enchaîné. Et en s'attaquant aussi à Boualem Sansal, c'est de s'attaquer aussi à la langue française. Parce que c'est la langue française qui nous a ouvert un petit peu les yeux sur la démocratie, la liberté d'expression, sur l'esprit critique, l'esprit d'analyse, etc. Et Boualem Sansal, il incarne tout ça. C'est un homme libre, et c'est un homme qui est contre les intégristes islamistes. C'est un homme qui est contre aussi la dictature. Il gêne par ses écrits et c'est par ses prises de position. Est-ce que vous vous réjouissez de la perspective d'une reprise de dialogue entre Paris et Alger? Vous savez, le dialogue, théoriquement parlant, c'est quelque chose de bien. La diplomatie, le dialogue, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on a en face de nous le régime de Tebboune qui n'est pas fiable. Aujourd'hui, il vous donne un avis et demain un autre avis. Il a des avis météorologiques. Ça change avec la météo, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il n'est pas fiable. Il n'est pas fiable, ouais. Exactement. Et la France, si elle veut engager une discussion avec lui, elle doit avoir des exigences et ces exigences et des garanties sur les libertés fondamentales et sur les droits humains en Algérie. Sinon, ça va ressembler à de la récapitulation. Et ça va jouer encore une fois en faveur du régime algérien qui va jouer sur ça avec sa propagande. Ça va lui donner encore plus de crédit et de légitimité. Est-ce que vous pensez que le langage de la force, en tous les cas, le langage de la fermeté, tenu notamment par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, est efficace ou il est contre-productif? C'est-à-dire, le régime algérien, je vous explique comment il utilise ça dans sa propagande. Comme lui, il utilise le virus du nationalisme pour manipuler la population depuis toujours. L'Algérie, elle est ciblée, il y a un complot contre l'Algérie, par le Maroc, il y a un problème aussi avec le Mali, le Niger, le Tchad, la Libye, la France, surtout avec la rente mémorielle, il joue sur cette fibre sensible. Ça marche encore auprès de l'opinion algérienne. Pour vous, par exemple, qui était né en 1988, ça vous parlait? Moi, ça ne me parle pas. Vous savez, maintenant, je découvre certaines choses parce que moi, j'étais un enfant de Printemps Noir 2001, là, quand il y a eu 128 morts et plus de 5000 blessés graves. J'ai vu de mes propres yeux les cadavres, des morts. J'ai vécu aussi la décennie noire. Donc, les jeunes... enfants pendant la sale guerre. Voilà, exactement. Mais c'est pour ça que j'ai dit que je suis un enfant de 2001. C'est là que j'ai commencé à avoir cette conscience politique. J'ai assisté à des meetings, etc. D'ailleurs, à l'époque, on appelait le pouvoir assassin, pour dire à quel point la cruauté de ce régime. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'ailleurs dans quelles conditions vous avez dû venir en France? Depuis 2014, je venais, mais je restais jusqu'à 3 mois. J'ai eu un visa, j'ai même collaboré avec Charlie Hebdo avant les attentats, avec Cabu, Sharp, Wolinski, des personnes qui incarnent aussi cet esprit que Boualem Sansal incarnait, cet esprit libre, critique. Mais je suis venu ici en 2020, c'est-à-dire d'une manière, disons, définitive pour le moment,
pour fuir la persécution et l'oppression de mon pays d'origine. Beaucoup donc vous avez été censuré et viré de votre journal. Hein, oui, exactement, en 2017. Et pourtant, j'avais fait un dessin sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et du coup, le régime m'a bloqué le site de médias auquel je travaillais. Et près de 2 mois après, en contrepartie de retour du site à la normale, on m'a licencié. Vous en voulez à ceux qui vous ont licencié? Ils ont eu des pressions, c'est-à-dire, si je regarde d'un autre angle, ils n'auraient pas dû, parce qu'ils doivent défendre la liberté d'expression, etc. Si je regarde d'un autre angle, et connaissant la nature et le vrai visage du régime algérien, je les comprends. Beaucoup de vos caricatures évoquent le sort d'un influenceur qui est Doualem. Vous pensez que c'est une bonne idée de l'expulser? Si ça va donner, si tous les OQTF, c'est-à-dire ceux qui insultent, ça va peut-être faire peur, disons clairement, aux autres influenceurs, pourquoi pas, parce que j'ai vu... ça peut être dissuasif. Voilà, exactement. Et si je regarde d'un autre côté, humanitaire, je pense qu'il a des enfants, je ne sais pas exactement sa situation familiale et autres. C'est difficile. Et lui-même, d'ailleurs, il n'assume pas les propos qu'il a tenus. Et je pense que ce soit Doualem et les autres influenceurs, ils sont victimes aussi de la propagande du régime algérien. Le régime algérien a toujours fait dans le lavage de cerveau. Déjà par l'école, par les médias et la société civile. Moi, je me rappelle même, quand j'étais en Algérie, j'ai été tabassé lors d'un café littéraire. On a fait une marche pour demander la tenue des cafés littéraires que le régime veut interdire. Parce qu'il veut créer un vide autour de lui. Il veut créer une pensée unique, une religion unique, une langue unique. Comment en êtes-vous venu à avoir été tabassé? Comment est-ce possible d'être tabassé dans un café littéraire? Le régime, à ce moment-là, il a commencé à interdire les cafés littéraires. Et moi, je n'avais fait plus de 70 dans les différents cafés littéraires à Béjaïa, que ce soit à l'université quand j'étais étudiant. Voilà, exactement. Au nord de l'Algérie, en Kabylie. Et comme je faisais des dessins en direct, mais malgré des dessins qui dépassent un petit peu les limites pour le régime, mais on n'a jamais interdit les cafés littéraires. Et du jour au lendemain, on découvre l'interdiction des cafés littéraires. C'est pour ça qu'on a essayé de se mobiliser, de dénoncer cela, parce que le régime, à ce moment-là, il voulait préparer le 5e mandat de Bouteflika. Et il a montré des images choquantes à la télévision, des têtes coupées, des mains coupées, etc., sans même prévenir le téléspectateur. Pour dire, voilà, si ce n'est pas nous, le 5e mandat, ce sera le retour des islamistes. Que vous inspire la décision de la justice française qui a refusé l'extradition de l'ex-ministre Abdeslam Bouchouareb, qui est installé en France depuis 2019 ? En toute objectivité, quand il était ministre de l'Industrie et des Mines, j'ai fait plusieurs dessins le critiquant, parce que je trouvais que c'est quelqu'un qui regarde beaucoup plus ses intérêts personnels que l'intérêt commun et l'intérêt national. Mais si je regarde d'un autre point, d'après ce qu'il avait fait, je peux dire que c'est une tâche en France. Mais si je prends ça dans un autre angle, c'est-à-dire dans un angle des droits humains et connaissant la justice en Algérie, je salue la décision de la justice française. Je ne souhaite pas Bouchouareb de rentrer en Algérie, qu'il va perdre, même qu'il risque de perdre sa vie en prison, comme Kamel Dinfrar ou Hakim Dbazi, parce que je suis d'ailleurs contre même
l'arrestation de tous les anciens ministres sous Bouteflika et même des hauts placés, avec le temps, j'ai réfléchi, je trouve qu'ils n'ont pas été arrêtés pour des motifs de corruption, mais de par pure vengeance politique. Une vengeance de clan. Voilà. Ce sera ma dernière question, Rila Saïnouch. Quel changement aujourd'hui aimeriez-vous voir en Algérie pour y revenir? On ne peut pas espérer mieux actuellement en Algérie en dehors d'un changement du régime et du système. D'ailleurs, c'est l'aspiration du peuple pendant le Irak. C'est-à-dire, sans ça, il n'y aura aucun changement positif en Algérie. D'ailleurs, récemment, si je peux parler d'un sondage qui a été réalisé en Algérie par des Algériens, à l'université de Béjaïa, 75% des étudiants veulent quitter l'Algérie. Le reste, ils n'ont pas encore décidé, seulement 6% qui veulent rester. Et 52% des étudiants ont déjà commencé les démarches pour quitter l'Algérie. Et j'ai aussi une grande pensée pour tous les détenus d'opinion et politique en Algérie, que ce soit Boualem Sansal, Cherif Mlel, qui est aujourd'hui à plus de 20 jours de grève de la faim, qui risque de mourir à tout moment dans l'indifférence générale du régime, à Miram Kounache, à Mohamed Tajadid, et à beaucoup d'autres, et à El Varouche, un jeune de Kabylie qui a été emprisonné, condamné à mort dans l'affaire de l'Arvaneti, alors qu'il n'était même pas présent sur le lieu du crime. On précise juste l'affaire pour laquelle il a été condamné à mort. Le régime algérien a trouvé un jeune, un brave jeune, un artiste, qui s'appelle Jemal Ben Smaïl, qui est venu pour aider la population en Kabylie pour éteindre les feux de forêt. Il a présenté à la population comme étant, soi-disant, le pyromane. Les services de renseignement autres, ils ont tout manipulé. Le jeune, le pauvre, a été assassiné. Et derrière, le régime a profité pour mettre des dizaines de personnes innocentes qui n'ont même pas été présentes sur le lieu du crime. Ils ont été condamnés à mort, tout simplement parce qu'ils appartenaient à un mouvement d'autodétermination en Kabylie. Voilà, exactement. Le MAC, qui est la bête noire. Voilà, du régime. Merci beaucoup, Rila Saïnouch. Je rappelle que le rassemblement devant l'Assemblée nationale donc, est prévu ce mardi à 17h en soutien à Boualem Sansal. Vous y serez ? Oui, exactement. Il faut maintenir cette flamme de résistance. Il ne faut rien lâcher face à ce régime dictatorial. Merci beaucoup. En tout cas, merci de votre témoignage, Rila Saïnouch. Et puis, on continuera de regarder vos caricatures et notamment celle où vous racontez comment vous avez été évincé et comment vous avez pu avoir à cette époque-là un CDI, c'est-à-dire un chômage à durée indéterminée. Merci beaucoup. Dans un instant, on va refaire un peu d'histoire. Notre confrère Guillaume Perrault nous racontera sa plongée dans l'histoire d'un pays que nous connaissons tous, un pays qui, pour la plupart, nous est cher et si bien évoqué dans Le Figaro la nuit par Franck Ferrand au micro de Thibaut Cotier. On pourrait se dire quand même que, après tout, ce modèle de grandeur et d'équilibre, il est né dans notre culture. Oui, mais alors vous ne parlez pas que d'architecture, si ? Je parle d'architecture et de tout le reste. Mais il y en a tout, dans tous les arts, dans tous les domaines. Ce pays atteint une sorte de sommet. Bon, mais ça s'appelle un apogée. Avant, on grimpe, ensuite on descend, on essaie de faire ce qu'on peut. Bonjour Guillaume Perrault. Bonjour Vincent. Quelle est la période de l'histoire de France que vous préférez ? Oh, je les aime toutes. Vous savez, quand on a plusieurs enfants, on ne demande jamais quel est le préféré de la famille. Je les aime toutes. C'est pas une réponse, ça, Guillaume. Non, alors, j'ai une affection, un intérêt particulier pour le 19e siècle, surtout la première moitié du 19e, parce que je trouve que les débats politiques et parlementaires ont une très belle langue, qui porte encore la marque du 18e siècle, avec des débats qui sont d'une qualité intellectuelle qui est vraiment très élevée. Y compris sous la Restauration ? Surtout sous la Restauration, un peu moins sous la monarchie de Juillet, mais dans la deuxième partie du 19e siècle, c'est moins les débats les plus élevés sont moins à la Chambre des députés que dans les revues. Vous avez vraiment des intellectuels de haut niveau
qui écrivent des articles de fond très longs et très, très substantiels. Et on est assez admiratif quand on se plonge dans les débats intellectuels et politiques des revues du 19e. Vous êtes un passionné d'histoire depuis votre plus tendre enfance, c'est ce que vous racontez donc dans la préface de cet inédit. Et pour autant, vous avez quand même une carrière jusqu'à présent de journaliste au service Société du Figaro, ensuite au service politique et au service débat opinion dont vous avez été le rédacteur en chef. Que vous a appris par rapport à ces activités-là la plongée dans l'histoire ? Je me suis toujours efforcé d'éclairer mon métier de journaliste et donc l'actualité, sa relation et puis sa présentation et son interprétation. Je me suis efforcé de l'éclairer par la longue durée, par l'histoire. Alors, ça peut parfois être un peu délicat parce qu'il faut que les rapprochements soient pertinents, il ne faut pas qu'ils soient tirés par les cheveux. C'est un peu tout le débat autour de la mémoire aujourd'hui. Oh oui, enfin, c'est en tout cas le débat sur la question de savoir s'il y a des leçons de l'histoire. Est-ce qu'on les retient ? Il faut déjà savoir si on peut en établir. Avant de les retenir. Dans certains cas, bon, c'est évident, il y a des erreurs qui ont été commises dans le passé qu'on peut s'efforcer de ne pas répéter. Mais on peut s'efforcer de ne pas les répéter, mais est-ce qu'on s'efforce ? La difficulté, c'est qu'il faut savoir si le rapprochement que l'on fait entre une période du passé et le présent est pertinent ou non. Est-ce que c'est parce qu'on peut aussi être abusé par des comparaisons grossières, par des analogies superficielles, par exemple celle qu'on fait tout le temps en ce moment entre la France des années 30 et aujourd'hui. Cette comparaison me paraît plus aveuglante qu'éclairante. Et Marc Bloch disait dans L'étrange défaite, le fameux livre qu'il a écrit l'été 1940, juste après la défaite de mai-juin 40, il écrit que pour un vieux peuple comme le nôtre, et c'est paradoxal de dire ça pour un historien, il faudrait savoir parfois oublier le passé, parce que, dit-il, l'image un peu obsédante du passé peut brouiller la perception de la nouveauté, la perception de ce qui est inédit, nous rendre aveugles à l'inédit et nous faire toujours interpréter le nouveau à l'aune du passé et donc mal réagir. Donc, vous voyez, c'est un historien qui lui-même dit, attention, il ne faut pas être trop mécanique dans l'application des leçons du passé qu'on s'efforce de faire. Il y a plusieurs choses que vous relevez, et ça qui rend la lecture de votre livre passionnante, et votre passé de journaliste, ce que vous êtes toujours d'ailleurs, parce que vous allez directement aux sources, et on va y revenir. L'esclavage en Amérique, vous dites, n'a jamais été occulté, et ça vous le démontrez très bien dans votre préface. Oui, l'esclavage en Amérique n'a jamais été, et puis la traite des Noirs, la traite transatlantique, qui donc concernait des Occidentaux, n'a jamais été ni occulté ni minoré. Et je peux témoigner mon cas personnel. Au début des années 1980, j'étais dans une modeste école communale de Paris du 11e arrondissement qui n'avait rien de particulier. On avait de vieux manuels scolaires qui avaient passé de main en main, d'élève en élève depuis 20 ans. Et je me souviens très bien qu'il y avait une leçon sur cette question. On avait 10 ans, on était en CM1. Et cette leçon, pleine page, était illustrée par une lithographie. C'était une reproduction d'un extrait du Candide de Voltaire, qui date de 1759. On voit un voyageur naïf, le fameux Candide, qui est ingénu et qui arrive aux Amériques dans une colonie hollandaise. Il voit un esclave asservi, mutilé. Il l'interroge naïvement sur ce qui lui arrive et cet esclave répond « C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. » Je me souviens très bien que c'était la légende de cette lithographie. On était au début des années 80, très loin encore de tous les débats, disons, parfois un peu vindicatifs autour de la mémoire de l'esclavage. Et je voulais livrer ce témoignage dans mon livre pour montrer qu'on n'a rien caché, on n'a rien occulté. Après, on peut dire qu'il faut en parler plus précisément, mais il n'y a pas eu d'occultation, puisque et puis, autre exemple, plus historique, moins personnel, le transfert au Panthéon de Victor Schœlcher, l'homme qui a aboli définitivement l'esclavage au printemps 1848. Victor Schœlcher a été transféré au Panthéon en 1949 à l'occasion du centenaire de l'abolition définitive de l'esclavage. Le corps de l'histoire de France, dites-vous, est douloureux.
Oui, il est douloureux parce qu'on est un pays qui est un pays de guerre civile, qui a connu beaucoup de drames. Un pays de guerre civile. Ah oui, on est un pays qui est le recordman certainement d'Europe, des guerres civiles, des conflits entre Français. C'est une spécialité nationale de s'entre-déchirer. On a eu une guerre civile au moment de la guerre de 100 ans au XVe siècle. On en a eu une particulièrement atroce dans la deuxième moitié du XVIe siècle, guerre de religion. On n'était pas les seuls en Europe à être déchirés par la guerre de religion, certes, mais chez nous, ça a été particulièrement long et profond et douloureux. Tout le monde se souvient de la Saint-Barthélemy en 1572. On a évidemment la Révolution française, les guerres de Vendée. Ça a été aussi une guerre civile, cette Révolution française. La Commune de Paris, écrasée dans le sang en 1871. On est vraiment un pays dont l'histoire a été scandée par des luttes fratricides entre Français. Pourquoi estimez-vous que Pierre Goubert, qui a appliqué la grille de l'école des Annales au règne de Louis XIV, est sévère à l'égard du roi Soleil? Il était sévère, il le revendiquait. Pierre Goubert, qui est une lecture qui a bercé mon adolescence, parce que c'est un historien qui était célèbre dans les années 60-70, et pour tout vous dire, il était dans la bibliothèque de mon père. Et bien, Pierre Goubert, il s'intéressait au grand siècle, donc au XVIIe siècle, du point de vue des humbles, du point de vue des paysans, de l'immense masse des anonymes qui n'ont pas droit à la parole. Il restituait leur vie. C'est pour ça que son grand livre s'appelle Louis XIV et 20 millions de Français. C'est ça le titre complet du livre, Louis XIV et 20 millions de Français. Et il établissait que la vie était extrêmement dure, pénible pour ces 20 millions de Français. C'est certain. Mais en grande part, c'est pas dû à l'action personnelle de Louis XIV. C'était, par exemple, la mortalité infantile qui était énorme. C'est, par exemple, les caprices du temps, les incidents climatiques qui rendaient les récoltes très fragiles et donc la possibilité de disettes de famine. Par contre, vient après, là-dessus, les choix de Louis XIV, en particulier les guerres qu'il a menées à partir de la guerre de Hollande en 1672. Et c'est ça que Goubert décrit comme les grands choix de Louis XIV, celui de la guerre presque perpétuelle. Peindre des personnages, dites-vous, est la meilleure façon de faire partager l'amour du passé. Oui, parce que les hommes et les femmes qui ont vécu avant nous, il y a 2, 3, 4 siècles, nous ressemblent, pour une part. Ils ont en partie les mêmes aspirations, c'est la nature humaine est une et je crois qu'elle ne change pas. Donc ça nous permet, peindre des personnages nous intéresse à leur sort, j'entends par là, nous permet d'échapper à l'indifférence, de comprendre l'état d'esprit, les préoccupations qui ont été les leurs. Le danger, c'est de ne pas plaquer la sensibilité du présent sur le passé. Le danger, c'est de ne pas faire d'anachronisme. Le récit a pour vertu de ressusciter l'incertitude de l'avenir qui agite l'acteur d'un événement. C'est ce que vous dites vos élèves à Sciences Po. Et ça, je trouvais ça très intéressant quand vous écriviez ça, parce que on sent quand même que là, vous n'êtes plus historien, mais vous redevenez journaliste. Si vous voulez, c'est facile de faire le malin quand on distribue des notes au passé à des gens qui ont vécu il y a 1, 2, 3 siècles en disant « Ah, ils ont été aveugles, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait face à tel événement. Nous, on aurait été plus malin à leur place. » On n'aurait été absolument pas plus malin et peut-être qu'aujourd'hui... Vous me rappelez mon ancien prof en prépa Sciences Po, ça s'appelait Papendiaï, qui nous dit « Il ne faut pas regarder l'histoire de façon téléologique, il ne faut pas regarder l'histoire avec les lunettes d'une histoire qui est terminée. » Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut, sur ce point en tout cas, il faut restituer l'incertitude du présent, l'incertitude dans laquelle vivaient les contemporains et qui devaient prendre leurs résolutions dans le plus grand brouillard. Vous racontez une anecdote très éclairante, et là aussi, j'ai vu une leçon d'histoire et une leçon de journalisme, sur des faux propos prêtés à l'ancien président Paul Deschanel. Oui, alors c'est dans le livre de quelqu'un qui, d'ailleurs, un grand monsieur, qui s'appelle Jean Prévost, qui a été un écrivain et journaliste en vue dans l'entre-deux-guerres et qui est mort en héros dans le Vercors en 1944. C'était un résistant. Jérôme Garcin, d'ailleurs, écrit un livre, il a un peu ressuscité cette figure qui avait été oubliée. Or, dans un de ses livres qui s'appelle 18e année, livre très intéressant, Jean Prévost raconte sa jeunesse orageuse au début des années 20, et il raconte qu'au moment de la fin de la Première Guerre mondiale, le président de la Chambre des députés a fait un discours à la Chambre pour célébrer l'armistice, la victoire, et il a dit, écrit Jean Prévost dans son livre, « Le sang des morts a régénéré la terre ».
Et Prévost dit, c'est odieux de dire ça, c'est méprisable, cet homme qui était dispensé du service militaire dit des choses absolument abominables, et des milliers de jeunes lecteurs, pendant des générations, ont été scandalisés, moi le premier, par cette phrase. Mais moi, j'ai voulu aller à la source. Je suis allé au compte-rendu des débats de l'Assemblée nationale au service des archives, à une époque où il n'était pas accessible par Internet. J'ai lu le discours, et Deschanel ne dit pas ça. Il n'a jamais dit ça dans le discours, ni rien d'approchant. Jean Prévost a été abusé. Quelqu'un lui a raconté ça. Il l'a cru, il n'a pas été à la source, il l'a vérifié, et tous ses lecteurs l'ont cru après lui. L'homme qui a fondé Sciences Po, dites-vous, retrouverait-il son... Enfin, en tous les cas, c'est la question que vous posez. Est-ce que... il retrouverait son école, pardon. Alors, il y a bien sûr des choses qui n'ont pas changé. Émile Boutmy. Alors, oui, Émile Boutmy était animé par une préoccupation patriotique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout son projet, c'était un grand pédagogue, et en fondant Sciences Po, il voulait contribuer au relèvement national de la France. C'est après la défaite de 70. Oui, il a même conçu le projet de Sciences Po. Pendant la guerre de 70, pendant le siège de Paris, il était engagé volontaire dans ce siège pour défendre Paris. Et la première trace écrite du projet de Sciences Po, qu'il écrit à un ami, il raconte ça. Vous êtes en train de me dire que le fondateur de Sciences Po était épris d'un certain patriotisme. Il était 100% patriote, comme on l'était à cette époque. Il considérait que l'instituteur allemand avait vaincu l'instituteur français, que les élites françaises avaient fait preuve d'inconséquence, de légèreté, parce qu'elles étaient incompétentes et qu'il fallait mieux les former. C'est ça le projet de Sciences Po. Pourquoi conseillez-vous la lecture de Raymond Aron ? Eh bien parce qu'il a très bien vieilli, c'est-à-dire qu'il arrivait à dégager les enjeux généraux de chaque situation qu'il analysait, par-delà la conjoncture. C'est-à-dire que quand vous lisez ce qu'il a écrit dans les années 70, par exemple dans un livre qui s'appelle « Plaidoyer pour l'Europe décadente », c'était en 77, on pourrait se dire « Oh, c'est très daté, c'est le monde de la guerre froide, c'était Giscard, tout ça est vieux, ça a mal vieilli », mais ça a très bien vieilli au contraire, parce qu'il ne s'engageait pas à 100% dans le détail, dans les circonstances de chaque affaire, il essayait de dégager des idées générales, des remarques d'ordre permanente qui conserveraient toute leur pertinence dans un autre contexte. C'est pour ça qu'il a très bien vieilli. Que doit l'antisémitisme à la gauche ? Alors, je dirais les choses autrement. Il y a un antisémitisme de gauche depuis 2 siècles, parce que la Révolution française, qui a émancipé les Juifs, puis Napoléon, qui a parachevé ce processus, ont fait cette assimilation des Juifs au moment où la révolution industrielle commençait. C'était les prémices, les balbutiements. Et une nouvelle figure, un nouvel avatar de l'antisémitisme s'est manifesté à ce moment-là, qui est l'assimilation du Juif aux grands capitalistes, en particulier aux banquiers, au monde de la finance. Et à gauche, ça aura beaucoup d'influence. Et on est stupéfait de voir la liste des propos ultra-violents que des grandes figures du socialisme, d'abord pré-marxistes, puis marxistes dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ont tenu. Que ce soit Georges Sand, Pierre Leroux, Fourier, Proudhon, ou la génération suivante, les grands leaders socialistes parlementaires, de Jules Guesde, Vaillant et même Jaurès, jusqu'au début de l'affaire Dreyfus, jusqu'au début 1898 pour être précis, ils ont tenu des propos absolument incroyables dont on ne parle jamais. Vous réhabilitez la figure d'Édouard Daladier ? Disons qu'en tout cas, j'invite à la nuance à son sujet. Ce n'était pas du tout un lâche. Il a fait les accords de Munich. Hein, oui, il était président du Conseil pendant les accords de Munich et il porte cette honte d'avoir signé les accords de Munich en septembre-octobre 38. Les accords de la trouille. Voilà. Alors, ce n'est pas faux, mais il faut bien voir de qui on parle. On parle d'un ancien combattant de 14-18 qui a eu la croix de guerre, déjà, qui a eu des citations. Bon, donc, du calme. Ensuite, quelle était l'alternative ? C'est quelqu'un qui... L'alternative, c'était d'entrer en guerre sans les Britanniques, parce que Chamberlain... expliquez-vous, serait soldé visiblement par une plus grosse défaite. En tout cas, il craignait une guerre sur 2 fronts, face à l'Allemagne, face à l'Italie, et peut-être même face à l'Espagne de Franco. Merci beaucoup, Guillaume Perrault. Voyage dans l'histoire de France, c'est un inédit de la collection Tempus. Le style est élégant, subtil, érudit. C'est un délice que je vous souhaite, c'est de lire ce livre, donc, qui est aux éditions Tempus. Merci beaucoup. On se retrouve très vite sur le Figaro TV.